Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec mes factures d'hôpital, puis ils ont rénové toute la maison de ma sœur. Et maintenant, ils demandent pourquoi je ne suis plus dans les parages. Je m'appelle Jessica. J'ai 28 ans, et voici l'histoire de comment j'ai appris que, parfois, les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement sont celles qui vous blessent le plus. Laissez-moi commencer par le début. J'ai une sœur cadette, Madison, qui a 24 ans. En grandissant, il a toujours été clair que Madison était la favorite. Elle était la pom-pom girl, la reine du bal de promo, celle qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais la discrète, le studieuse qui obtenait de bonnes notes, mais qui n'arrivait jamais tout à fait à la hauteur du charme naturel de Madison. Mes parents, Robert et Linda, ont clairement montré par leurs actions, sinon par leurs mots, que Madison était leur fierté et leur joie. Madison a épousé son amour de lycée, Tyler, juste après l'université. Il vient d'une famille riche. Sa famille possède plusieurs concessionnaires automobiles autour de notre ville en Ohio. Et il est tout ce que mes parents voulaient pour un gendre. Pendant ce temps, je me frayais un chemin à travers l'école d'infirmière, contractant des prêts, et occupant plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Mes parents étaient fiers que je devienne infirmière, disaient-ils. Mais leur attention et leurs ressources semblaient toujours se diriger vers Madison et sa vie parfaite. Il y a 3 ans, tout a changé. Je travaillais de nuit à l'hôpital quand j'ai commencé à ressentir une douleur thoracique intense et un essoufflement. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress et l'épuisement. Mais lorsque la douleur est devenue insupportable, mon collègue a insisté pour faire quelques tests. Les résultats ont été choquants. À 25 ans, je faisais une crise cardiaque. Il s'avère que j'ai une maladie génétique rare appelée hypercholestérolémie familiale. Bien que jeune, active, et mangeant bien, mes niveaux de cholestérol étaient dangereusement élevés en raison de la génétique. La crise cardiaque n'était que le début. J'ai eu besoin d'une chirurgie d'urgence, suivie de mois de réadaptation cardiaque, de médicaments coûtant des centaines de dollars chaque mois, et de rendez-vous réguliers chez des spécialistes. Les factures ont commencé à s'accumuler immédiatement. Même avec une assurance, les frais à ma charge étaient stupéfiants. Le séjour initial à l'hôpital m'a coûté à lui seul 15 000 € après l'assurance. Les médicaments continus, les visites chez les spécialistes, et les procédures de suivi se sont ajoutées à 800 € à 1 200 € de plus par mois. En tant qu'infirmière fraîchement diplômée avec des prêts étudiants, j'étais en train de me noyer financièrement. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes parents. J'ai expliqué la situation, leur ai montré les factures médicales, et leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider, ne serait-ce qu'avec une partie des coûts. Je ne demandais pas la charité. J'ai proposé de leur rembourser avec intérêt, de mettre en place un plan de paiement, n'importe quoi. J'étais désespéré. Mon père a soupiré lourdement et a dit, « Jessica, tu sais, nous adorerions aider, mais l'argent est serré en ce moment. Nous avons un revenu fixe avec la retraite de papa, et nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent qui traîne. » Ma mère a hoché la tête, ajoutant, « Peut-être que tu peux négocier un plan de paiement avec l'hôpital ou te renseigner sur les programmes d'aide financière. » J'étais dévasté, mais j'ai essayé de comprendre. Ils étaient à la retraite, vivant d'une pension et de la sécurité sociale. J'ai postulé à tous les programmes d'aide que j'ai pu trouver, j'ai pris des gardes supplémentaires malgré les avertissements de mon médecin sur le stress, et j'ai même lancé une petite cagnotte GoFundMe qui a recueilli environ 2 000 € de la part d'amis et de collègues. Pendant 6 mois, j'ai lutté. Je prenais des versions génériques de mes médicaments lorsque c'était possible, je sautais certains rendez-vous chez les spécialistes, et je vivais de nouilles ramen pour joindre les deux bouts. Le stress affectait ma guérison, et mon cardiologue m'a averti que je mettais ma santé en danger. C'est alors que j'ai vu les publications sur Facebook. Madison avait publié des photos d'entrepreneurs chez elle, de nouveaux placards de cuisine, des comptoirs en granit, du parquet dans toute la maison, une salle de bain principale entièrement rénovée avec une baignoire îlot et une douche à l'italienne, et un aménagement paysager professionnel. Les publications étaient remplies d'enthousiasme à propos de la rénovation de leur maison. Au début, j'ai supposé que c'était l'argent de la famille de Tyler qui payait pour cela. Mais ensuite, Madison a publié une photo avec mes parents, tous portant des t-shirts assortis qui disaient l'équipe de rénovation, avec une légende qui m'a glacé le sang, tellement reconnaissante envers maman et papa pour avoir fait de notre maison de rêve une réalité. Nous n'aurions pas pu faire cela sans votre incroyable générosité. J'ai appelé Madison immédiatement. Et, félicitations pour les rénovations. Les parents de Tyler doivent être si généreux pour payer tout ça.
Madison a ri. Oh non, les parents de Tyler n'ont rien payé. Maman et papa nous ont donné l'argent. Tu te rends compte à quel point ils sont incroyables? Ils ont dit qu'ils voulaient nous aider à valoriser notre maison et à nous préparer pour le succès. Le tout a coûté environ 45 000 €, mais ils ont dit que c'était un investissement pour notre avenir. 45 000 €. J'ai raccroché et je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, tremblante. Ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas d'argent pour m'aider avec mes factures médicales vitales, mais ils avaient 45 000 € à donner à Madison pour des rénovations dont elle n'avait même pas besoin. J'ai appelé mes parents ce soir-là. Maman, j'ai vu la publication de Madison sur les rénovations. Elle a dit que toi et papa les aviez payés. Il y a eu une longue pause. Eh bien, oui. Nous avons décidé d'aider Madison et Tyler avec quelques améliorations de la maison. D'une valeur de 45 000 €. Une autre pause. Jessica, c'est différent. C'est un investissement. Ça augmente la valeur de leur maison. Tes factures médicales ne sont que des dépenses. Maman, ces dépenses me maintiennent en vie. Ne sois pas dramatique, Jessica. Tu vas bien maintenant. Tu travailles. Tu es en bonne santé. Madison et Tyler essaient de fonder une famille, et nous voulions les aider à créer un environnement familial stable. J'ai été abasourdi par la froideur de sa voix. Alors, ma crise de santé n'a pas d'importance, mais la rénovation de la cuisine de Madison, si? Jessica, tu n'es pas raisonnable. Nous avons fait ce que nous pouvions pour toi. Nous t'avons rendu visite à l'hôpital. Nous t'avons apporté des fleurs. Nous t'avons soutenu. Des fleurs. Ils m'ont apporté des fleurs alors que je me noyais dans les dettes des factures médicales qui m'avaient sauvé la vie. Mais ils ont donné à Madison assez d'argent pour rénover toute sa maison. J'ai raccroché et j'ai pleuré pendant des heures. Mais ensuite, quelque chose a fait tilt. J'en avais assez de mendier des miettes de leur affection et de leur soutien. J'en avais assez d'être la fille qui devait être reconnaissante pour le strict minimum, alors que Madison recevait tout sur un plateau. J'ai décidé de prendre ma vie en main. D'abord, j'ai postulé à un poste dans un hôpital à l'autre bout du pays, à Seattle. Le salaire était nettement meilleur, et ils offraient une excellente assurance maladie. J'ai obtenu le poste et j'ai donné mon préavis de 2 semaines à mon hôpital actuel. Ensuite, j'ai cessé de contacter ma famille. Plus d'appels, plus de textos, plus d'interactions sur les réseaux sociaux. Je ne les ai pas bloqués, ni fait d'annonces dramatiques. J'ai simplement arrêté. Enfin, je me suis concentré sur la construction de ma propre vie. Je me suis fait des amis parmi mes nouveaux collègues, j'ai rejoint un groupe de randonnée, et j'ai recommencé à sortir. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le silence de ma famille a duré environ 6 mois. Puis les appels ont commencé. Ma mère a été la première. Jessica, nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis si longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Juste occupée par le travail et ma vie ici à Seattle. Seattle? Que veux-tu dire par déménager à Seattle? Je me suis rendu compte qu'il ne s'était même pas aperçu que j'avais déménagé à l'autre bout du pays. Oui, j'ai déménagé ici il y a environ 4 mois pour un nouveau travail. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous n'en avions aucune idée. J'ai pensé que si c'était important pour vous, vous auriez remarqué que je n'étais plus là. La conversation a été gênante et brève. Quelques semaines plus tard, mon père a appelé pour une conversation similaire. Puis Madison a appelé, confuse de ne pas voir de j'aime sur ses publications Instagram ou de réponse à ses textos. J'ai gardé mes réponses polies mais distantes. Je construisais une nouvelle vie, et j'étais plus heureuse que jamais. Ma santé s'était stabilisée. J'étais financièrement stable, et j'étais entouré de gens qui se souciaient vraiment de mon bien-être. Puis est venu Noël. Ma mère a appelé début décembre. Jessica, tu rentres pour Noël, n'est-ce pas? Nous passons toujours Noël en famille. Je travaille la veille de Noël et le lendemain, donc je ne pourrai pas venir. Tu ne peux pas demander des jours de congé? Noël est important pour notre famille. Je suis désolé, mais je ne peux pas. J'espère que vous passerez tous un merveilleux moment. Jessica, c'est ridicule. Tu te comportes comme une enfant. Nous ne comprenons pas pourquoi tu es si distante. Et voilà. J'étais distante. Je me comportais comme une enfant.
Aucune reconnaissance de la façon dont ils m'avaient traité. Aucune reconnaissance du 2 poids, 2 mesures. Juste des reproches pour ma réaction à leur comportement. Noël est passé. J'ai travaillé les 2 jours que j'avais mentionnés, et je me suis même porté volontaire pour des gardes supplémentaires. J'ai passé le nouvel an avec des amis du travail. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment heureuse pendant les fêtes. En janvier, les choses ont dégénéré. Madison a appelé en pleurant. Jessica, je ne comprends pas ce qui ne va pas chez toi. Maman et papa sont si blessés que tu ne sois pas rentrée pour Noël. Ils s'inquiètent que tu aies un problème mental. Ils pensent que tu pourrais être en pleine dépression à cause de tes problèmes cardiaques. Je ne suis pas en dépression, Madison. Je vis simplement ma vie. Mais pourquoi nous exclus-tu? Nous sommes une famille. J'ai pris une grande inspiration. Madison, tu te souviens quand j'ai eu ma crise cardiaque? Bien sûr. C'était si effrayant. Tu te souviens que j'ai demandé de l'aide à maman et papa pour mes factures médicales? Vaguement, je crois que tu as mentionné quelque chose à ce sujet. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas aider parce que l'argent était serré. Puis, quelques mois plus tard, ils t'ont donné 45 000 € pour rénover ta maison. Silence. Madison, j'ai failli mourir. Je vis avec une maladie chronique qui nécessite des médicaments coûteux et un suivi régulier pour le reste de ma vie. Mais apparemment, il n'y avait pas d'argent pour m'aider avec ça, alors qu'il y en avait plein pour rénover ta cuisine. Jessica, c'est différent. La rénovation de la maison était un investissement en quoi? Ton confort? Tes publications Instagram? Madison, j'avais besoin d'aide pour littéralement rester en vie et gérer ma condition médicale. Toi, tu voulais des comptoirs en granit. Tu es injuste. Maman et papa nous aiment toutes les deux de la même manière. Si tu crois vraiment ça, alors soit tu te mens à toi-même, soit tu es plus égoïste que je ne le pensais. Madison m'a raccroché au nez. Une semaine plus tard, mon père a appelé. Son ton était colérique dès le début. Jessica, ta mère pleure tous les jours à cause de la façon dont tu traites cette famille. Madison nous a parlé de votre appel, et je n'arrive pas à croire à quel point tu es ingrate et manipulatrice. Manipulatrice? Oui. Tu essaies de nous faire sentir coupables d'avoir aidé Madison et Tyler avec leur maison. C'était notre décision, et nous ne te devons aucune explication. Tu as raison, papa. Tu ne me dois aucune explication, tout comme je ne te dois aucune relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis fatigué d'être la dernière roue du carrosse dans cette famille. Je suis fatigué de voir Madison obtenir tout ce qu'elle veut, pendant qu'on attend de moi que je sois reconnaissante pour des miettes. Je suis fatigué qu'on me reproche d'être blessé par la façon dont vous m'avez traité. Jessica, nous avons fait de notre mieux quand tu étais malade. Nous t'avons rendu visite. Nous t'avons soutenu émotionnellement. Vous m'avez apporté des fleurs, papa. Des fleurs d'une valeur de 45 000 €, apparemment. Ça suffit. Tu te comportes comme une gamine gâtée. Alors, on a aidé ta sœur avec sa maison. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'on t'aime moins. Vraiment? Quand je me noyais dans les dettes médicales, luttant pour payer des médicaments qui me maintiennent en vie, vous n'aviez pas un centime à me donner. Mais quand Madison a voulu rénover sa maison, qui était parfaitement bien, vous aviez 45 000 € prêts à l'emploi. Si ça ne me montre pas exactement à quel point vous me valorisez par rapport à elle, je ne sais pas ce qui le ferait. Jessica, tu déformes tout. Nous n'allons pas être otages de ta jalousie et de ton ressentiment. Je ne prends personne en otage. Je choisis simplement de consacrer mon temps et mon énergie à des gens qui se soucient réellement de mon bien-être. Mon père m'a aussi raccroché au nez. Pendant plusieurs mois, il y a eu un silence bienheureux. Je me suis plongé dans mon travail, j'ai commencé l'escalade, et je me suis porté volontaire dans un refuge pour animaux local. Je construisais une vie remplie de gens qui me valorisaient, et j'étais vraiment heureuse. Puis, ma tante Carole, la sœur de ma mère, m'a appelé en juin. Jessica, ma chérie, j'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. Ta mère m'a donné ton numéro. Salut, tante Carole. Que se passe-t-il? Eh bien, je voulais te parler de cette situation avec tes parents. Ils souffrent beaucoup de ton absence dans la famille. Tante Carole, j'apprécie ta sollicitude, mais c'est entre mes parents et moi. Je sais,
ma chérie, mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Ta mère m'a dit que tu es contrarié qu'ils étaient des Madison avec sa maison. C'est plus compliqué que ça. Peux-tu m'aider à comprendre? Je veux juste voir s'il y a un moyen de réunir cette famille. J'aime bien tante Carole. Elle a toujours été gentille avec moi, alors j'ai décidé d'expliquer la situation en détail. Je lui ai parlé de ma crise cardiaque, des factures médicales, du refus de mes parents de m'aider, puis de la rénovation de Madison. Il y a eu un long silence après que j'ai fini. Jessica, ma chérie, je n'en avais aucune idée. Ta mère m'a dit que tu étais jalouse des rénovations de la maison de Madison, mais elle n'a jamais rien mentionné de tes factures médicales ou du fait que tu avais demandé de l'aide. Ça ne me surprend pas, ma chérie, je dois te dire quelque chose. Tes parents n'ont pas de problème financier. La pension de ton père est très généreuse, et ils ont des économies substantielles. Le mois dernier, ils ont fait une croisière de 3 semaines en Alaska qui a coûté 12 000 €. Le mois d'avant, ta mère a acheté une nouvelle voiture. Mon cœur s'est serré. J'avais soupçonné qu'il n'était pas aussi à court d'argent qu'il le prétendait, mais l'entendre confirmer était quand même douloureux. Tante Carole, je te remercie de me le dire, mais ça ne change pas grand-chose. L'argent n'est même plus le problème principal. C'est le mensonge, le favoritisme, et la façon dont ils m'ont traité quand j'ai essayé d'en parler. Je comprends, ma chérie. Vraiment. C'est juste que je déteste voir cette famille déchirée. Je ne déchire rien du tout. Je choisis simplement de ne pas participer à une dynamique où je suis constamment dévalorisé, puis blâmé pour en être blessé. Nous avons parlé pendant une autre heure. Tante Carole a été compatissante et compréhensive. Et à la fin de l'appel, je sentais qu'elle commençait à voir la situation de mon point de vue. Quelques semaines plus tard, elle m'a rappelé. Jessica, j'ai parlé à ta mère. Comment ça s'est passé? Pas très bien, j'ai peur. Je lui ai demandé pour tes factures médicales et pourquoi il ne t'avait pas aidé. Elle s'est mise sur la défensive et a dit que c'était compliqué, que tu étais dramatique au sujet de tes problèmes de santé, et que la rénovation pour Madison était différente parce que c'était un investissement. Ça lui ressemble bien. Ensuite, je lui ai demandé pour la croisière et la nouvelle voiture, et j'ai souligné qu'ils n'ont clairement pas de problème financier. Elle s'est fâchée et a dit que je ne comprenais pas leur situation. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que je comprenais parfaitement la situation. Qu'ils avaient choisi de privilégier les désirs de Madison par rapport à tes besoins, et que maintenant ils sont contrariés que ce choix ait des conséquences. J'ai souri malgré moi. Je parie que ça lui a plu. Elle m'a raccroché au nez. Mais Jessica, je veux que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pense pas que tu as tort. Ta cousine Jennifer est tout à fait d'accord avec toi. Ton oncle Marc aussi. Nous avons parlé, et nous sommes tous assez dégoûtés de la façon dont cela a été géré. C'était réconfortant de savoir que certains membres de la famille voyaient la situation clairement, mais cela n'a pas changé ma décision de maintenir une distance avec mes parents et Madison. L'incident majeur suivant s'est produit en septembre, presque un an après mon déménagement à Seattle. Madison m'a appelé, de nouveau en pleurs, mais cette fois, c'était différent. Jessica, je suis enceinte. Malgré tout, j'ai ressenti un véritable moment de bonheur pour elle. Félicitations, Madison. C'est une merveilleuse nouvelle. Merci, Jessica. Je sais que les choses ont été bizarres entre nous, mais je veux vraiment que tu fasses partie de la vie de ce bébé. Je veux que mon enfant connaisse sa tante. J'aimerais ça aussi, Madison. Il y aura une fête prénatale en novembre. Maman l'organise, et je veux vraiment que tu viennes. Et voilà le hic. Madison, je suis heureuse pour toi, et je veux faire partie de la vie du bébé, mais je ne suis pas prête à faire comme si tout allait bien avec maman et papa. Jessica, ne peux-tu pas simplement mettre ça de côté pour une journée, pour moi et le bébé? Madison, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste une petite dispute. Il s'agit d'années à être traité comme un membre de seconde zone de cette famille. Mais je ne t'ai jamais traité comme ça. Vraiment, Madison? Tu savais à quel point je luttais avec mes factures médicales. Tu me voyais faire des gardes doubles, stressé par l'argent, inquiète pour ma santé. Mais quand maman et papa t'ont donné 45 000 € pour des rénovations dont tu n'avais pas besoin, as-tu déjà pensé à l'effet que cela pourrait avoir sur moi? Silence. As-tu déjà suggéré qu'ils devraient peut-être m'aider moi à la place? As-tu déjà dit,
Peut-être que Jessica a plus besoin de cet argent que moi de nouveaux comptoirs? Plus de silence. Madison, tu as bénéficié de leur favoritisme toute ta vie, et tu ne l'as jamais remis en question, ni ne m'as défendu. Donc non, tu ne m'as pas activement maltraité, mais tu ne m'as certainement pas soutenu non plus. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je sais que non. C'est ça le problème. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit d'y penser parce que tu as toujours été la priorité. Madison pleurait plus fort maintenant. Jessica, je suis désolé. Vraiment. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je veux dire, je savais que maman et papa me prêtaient toujours plus d'attention, mais je pensais que c'était juste parce que j'étais plus extraverti ou quelque chose comme ça. Madison, ils t'ont donné 45 000 € pendant que je rationnais mes médicaments pour le cœur. Il ne s'agissait pas d'être extraverti. Tu as raison. Mon Dieu, Jessica, tu as absolument raison. Je suis tellement désolé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti qu'il y avait peut-être de l'espoir pour ma relation avec Madison. J'apprécie ça, Madison. Vraiment. Alors, viendras-tu à la fête prénatale? J'ai soupiré. Madison, je veux te soutenir, mais je ne suis pas prête à être dans la même pièce que maman et papa et à faire comme si tout allait bien. Ce ne serait juste pour personne. Et si? Et si je leur parlais? Et si j'essayais de leur faire comprendre? Tu peux essayer, mais Madison, ils ont été très clairs sur ce qu'ils pensent de cette situation. Papa m'a traité de gamine gâtée et m'a accusé d'être manipulatrice. Maman a dit que mes factures médicales n'étaient que des dépenses alors que ta rénovation était un investissement. Ils ne vont pas soudainement voir les choses de mon point de vue. Mais et s'ils le faisaient? Et s'ils s'excusaient? Madison, je t'aime, et je veux faire partie de la vie de ton enfant, mais j'ai besoin de voir un vrai changement, pas seulement des mots. Des excuses ne signifient rien si le comportement ne change pas. Nous avons parlé pendant une autre heure, et à la fin, j'ai accepté d'envisager de venir à la fête prénatale si mes parents s'excusaient sincèrement et reconnaissaient l'impact de leurs actions sur moi. Madison a dû avoir une sacrée conversation avec eux car, 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Jessica, Madison nous a dit que tu pourrais venir à la fête prénatale si nous nous excusons. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, maman. Bon, d'accord. Je suis désolé que notre décision d'aider Madison avec sa maison t'ait blessé. Maman, ce ne sont pas des excuses. C'est toi qui es désolé que j'ai eu des sentiments à propos de vos actions. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Jessica? Je veux que tu reconnaisses que vous aviez l'argent pour m'aider quand je luttais avec mes factures médicales, mais que vous avez choisi de ne pas le faire. Je veux que tu reconnaisses que tu m'as menti sur votre situation financière. Je veux que tu reconnaisses que vous avez constamment privilégié Madison par rapport à moi toute ma vie. Jessica, nous n'avons jamais privilégié Madison par rapport à toi. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière. Maman, les actions parlent plus que les mots. Vos actions ont constamment montré que le bonheur de Madison est plus important pour vous que mon bien-être. Ce n'est pas vrai. Maman, j'ai failli mourir. J'ai passé des mois à lutter pour payer des médicaments qui me maintiennent en vie. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas m'aider parce que l'argent était serré. Puis vous avez retourné votre veste et donné 45 000 € à Madison pour des améliorations esthétiques de sa maison. Comment est-ce nous aimer de la même manière? La rénovation de la maison était un investissement dans l'avenir de Madison et Tyler. Et ma santé n'est pas un investissement dans mon avenir? Il y eut une longue pause. Jessica, je ne sais pas ce que tu attends de nous. Je veux que tu dises la vérité. Je veux que tu admettes que vous avez toujours favorisé Madison et que votre décision de l'aider elle, mais pas moi, faisait partie de ce schéma. Je veux que tu reconnaisses que vous m'avez profondément blessé et que vous êtes désolé pour cette blessure, pas seulement désolé que je sois contrarié à ce sujet. Je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas vrai. Alors je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire. Jessica, tu déchires cette famille. Non, maman. Je refuse simplement de prétendre que la façon dont vous m'avez traité est acceptable. Il y a une différence. J'ai raccroché. Madison m'a appelé 1 heure plus tard. Jessica, maman m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu avais été méchante avec elle. Madison, j'ai été honnête avec elle. Si l'honnêteté lui semble méchante, ça devrait te dire quelque chose.
Elle a dit qu'elle avait essayé de s'excuser, mais que tu ne l'avais pas accepté. Elle a dit qu'elle était désolée que j'ai été blessé. Ce n'est pas la même chose que de reconnaître que ses actions étaient mauvaises. Madison, peut-être qu'elle ne te donnera jamais les excuses que tu veux. Est-ce que ça veut dire que tu vas te priver de faire partie de la vie de mon enfant? C'était une question juste, et une question avec laquelle je me débattais. Madison, je veux faire partie de la vie de ton enfant, mais je dois aussi protéger ma propre santé mentale. Être près de maman et papa en ce moment est douloureux pour moi. Ils ne se contentent pas de refuser de reconnaître ce qu'ils ont fait, ils essaient activement de me faire passer pour la méchante parce que je suis blessé par leur comportement. Et si tu venais juste à la fête pour 1 heure, juste pour me montrer ton soutien? Madison, quel genre de soutien serait-ce? Moi, assise là, malheureuse et mal à l'aise, pendant que tout le monde fait comme si de rien n'était. En quoi ça t'aide? C'est juste que tu me manques, Jessica. Ça me manque d'avoir ma sœur à mes côtés. Tu me manques aussi, Madison. Mais ta sœur vient avec des sentiments et des expériences que, apparemment, personne dans cette famille ne veut reconnaître. Nous avons convenu que Madison me rendrait visite à Seattle après la naissance du bébé. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était un compromis qui me permettait de la soutenir sans me mettre dans une situation nuisible. La fête prénatale a eu lieu sans moi. J'ai envoyé un cadeau et une carte félicitant Madison. Selon tante Carole, qui y a assisté, mon absence était l'éléphant dans la pièce. Plusieurs membres de la famille ont demandé où j'étais, et lorsque ma mère a expliqué que je traversais une phase difficile, tante Carole l'a corrigé et a expliqué la situation réelle à quiconque voulait l'entendre. En décembre, Madison a donné naissance à une magnifique petite fille nommée Emma. J'ai pris l'avion pour l'Ohio pour rencontrer ma nièce, séjournant dans un hôtel et limitant ma visite au moment où mes parents ne seraient pas là. C'était gênant, mais cela m'a permis de créer des liens avec Emma et de soutenir Madison pendant sa convalescence. Pendant cette visite, Madison et moi avons une autre conversation la plus honnête à ce jour. Jessica, j'ai réfléchi à tout ce que tu as dit, et je veux que tu saches que maintenant, je comprends. Que veux-tu dire? Je veux dire, je vois le favoritisme. Je vois à quel point ils nous traitent différemment. Je vois comment ils ont toujours trouvé des excuses pour moi tout en te tenant à des normes impossibles. Je vois comment ils ont constamment privilégié mon bonheur par rapport à ton bien-être. J'étais choqué. C'était la première fois que Madison reconnaissait la dynamique que j'avais vécue toute ma vie. Madison, j'apprécie que tu dises ça. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. Je suis désolé, Jessica. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt, et je suis désolé d'en avoir bénéficié sans jamais le remettre en question. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Madison, tu vivais juste ta vie. Je ne te blâme pas pour la façon dont nos parents ont choisi de nous traiter. Mais j'aurais dû le voir. J'aurais dû faire quelque chose. Peut-être. Mais tu étais aussi juste une enfant pendant la majeure partie du temps. L'important, c'est que tu le vois maintenant. Madison est restée silencieuse un moment, tenant Emma. Jessica, je veux faire mieux. Je veux qu'Emma grandisse dans une famille où tout le monde est traité de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maman et papa continuent de jouer aux favoris, je vais les interpeller. Ça veut dire que je vais m'assurer qu'Emma connaisse sa tante Jessica et comprenne le genre de femme forte et indépendante qu'elle est. Ça veut dire que je n'accepterai pas leur aide s'ils ne sont pas aussi prêts à t'aider quand tu en as besoin. J'ai commencé à pleurer. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais peut-être une alliée dans ma famille. Madison, tu n'as pas à faire ça. Je ne veux pas me mettre entre toi et nos parents. Jessica, tu ne te mets pas entre nous. Ils ont fait ça tout seuls avec leur choix. Je choisis simplement de voir la situation clairement maintenant. Nous avons passé le reste de ma visite à créer des liens avec Emma et à parler honnêtement de notre enfance et de la dynamique familiale. Pour la première fois, Madison a reconnu des choses que j'avais vécues pendant des décennies, comment nos parents excusaient son comportement tout en me punissant pour les mêmes choses, comment il se vantait de ses réussites tout en minimisant les miennes, comment il s'attendait constamment à ce que je sois compréhensive et mature tout en lui permettant d'être égoïste et exigeante. Il a été douloureux pour Madison d'affronter ces vérités, mais c'était guérissant pour moi d'avoir enfin quelqu'un dans ma famille qui valide mes expériences. Après mon retour à Seattle, Madison a commencé à m'appeler régulièrement. Elle partageait des photos et des vidéos d'Emma, me demandait des conseils sur les soins du bébé, je suis infirmière, après tout,
et me tenait au courant des drames familiaux. Le drame, il s'est avéré, était significatif. Selon Madison, mes parents supportaient mon absence plus mal qu'ils ne l'avaient prévu. Ils avaient apparemment pensé que je finirais par m'en remettre et que je reviendrais en rampant, en m'excusant pour mon comportement. Quand cela ne s'est pas produit, et que d'autres membres de la famille ont commencé à remettre en question leurs actions, ils sont devenus défensifs et en colère. Le point de rupture est arrivé à Noël. Madison a décidé de passer le matin de Noël chez elle avec Tyler et Emma, plutôt que d'aller chez nos parents comme ils l'attendaient. Quand ma mère a appelé pour demander quand ils arriveraient, Madison a expliqué qu'ils commençaient leur propre tradition de Noël en tant que nouvelle famille. Mais nous passons toujours Noël ensemble, a protesté ma mère. Maman, ce n'est pas vrai. L'année dernière, Jessica n'est pas venue parce que vous deux avez refusé de reconnaître à quel point vous l'aviez blessée. Cette année, je choisis de rester à la maison avec ma famille. Madison, tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas nous abandonner aussi? Je n'abandonne personne. Je ne vais tout simplement pas faire comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas. Jessica est ma sœur, et la façon dont vous l'avez traitée est mal. Selon Madison, cela a mené à une énorme dispute. Mes parents l'ont accusée d'être manipulée par moi, de prendre parti, d'être ingrate après tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Madison a tenu bon et a calmement expliqué qu'elle était arrivée à ses propres conclusions sur la situation. La goutte d'eau a été lorsque mon père a dit « Eh bien, peut-être que si Jessica n'avait pas été si dramatique à propos de son petit problème de santé, rien de tout cela ne serait arrivé. » Madison a perdu son sang-froid. « Papa, Jessica a eu une crise cardiaque à 25 ans. Elle a failli mourir. Son petit problème de santé est une maladie chronique qu'elle devra gérer pour le reste de sa vie. Et quand elle a eu besoin d'aide pour gérer les coûts, vous lui avez dit que vous n'aviez pas d'argent, puis vous vous êtes retourné et m'avez donné 45 000 € pour des rénovations de maison que je n'avais même pas demandé. C'était différent. Comment? Comment la rénovation de ma cuisine était-elle plus importante que d'aider Jessica à payer ses médicaments pour le cœur? Madison, tu déformes tout comme Jessica. Non, papa. Je vois la situation clairement pour la première fois. Et ce que je vois, c'est que vous avez passé toute notre vie à privilégier mes désirs par rapport aux besoins de Jessica. Et maintenant, vous êtes en colère qu'il y ait des conséquences à cela. Mes parents ont également raccroché au nez de Madison. C'était il y a 6 mois. Depuis, Madison et moi sommes devenus plus proches que jamais. Elle amène Emma me rendre visite à Seattle, et je vais en Ohio pour les voir. Nous nous envoyons des textos tous les jours, et elle est devenue non seulement ma sœur, mais aussi mon amie. Mes parents, quant à eux, se sont réfugiés dans leur rôle de victime. Selon d'autres membres de la famille, ils racontent à qui veut l'entendre que leurs 2 filles se sont retournées contre eux, que nous sommes ingrates et cruels, qu'ils ont fait de leur mieux et ne comprennent pas pourquoi nous les punissons. Mais les membres de la famille qui connaissent la vérité ne se laissent pas berner. Tante Carole m'a raconté que lors d'une récente réunion de famille, lorsque ma mère a commencé à se plaindre de ses filles ingrates, ma cousine Jennifer a dit « Linda, peut-être que si tu les traitais de la même manière, tu ne serais pas dans cette situation. » Le mois dernier, mon père a eu un petit problème de santé. Rien de grave, heureusement. Et ma mère a appelé Madison et moi, s'attendant à ce que nous laissions tout tomber pour nous précipiter à ses côtés. Madison est allée à l'hôpital et m'a tenu informé, mais elle a aussi clairement fait comprendre à nos parents que leurs actions ont des conséquences. Papa, je suis là parce que je t'aime et que je veux m'assurer que tu vas bien. Mais Jessica ne viendra pas, et c'est de votre faute, pas de la sienne. Vous avez eu 3 ans pour arranger ça, et vous avez choisi de ne pas le faire. Selon Madison, cela a mené à une autre dispute sur le fait que nous sommes toutes les deux déraisonnables et que nous gardons rancune. Mais voilà le truc. Je ne garde pas rancune. Une rancune impliquerait que je suis activement en colère et pleine de ressentiment, que je rumine des émotions négatives à propos de la situation. Ce n'est pas là où j'en suis. Je suis déçu. Je suis blessé. Mais surtout, je suis en paix avec ma décision. J'ai construit une vie à Seattle que j'aime. J'ai des amis qui me valorisent, un travail qui m'épanouit, et une estime de moi qui ne dépend pas de l'approbation de ma famille. J'ai appris que je n'ai pas à accepter un traitement qui me blesse, même de la part de personnes qui prétendent m'aimer. J'ai aussi appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même est de s'éloigner des relations qui nous diminuent constamment. Mes parents m'envoient des emails de temps en temps, généralement autour des fêtes ou des événements familiaux,
avec des messages qui suivent le même schéma, je leur manque, ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça à la famille, et ils espèrent que je reviendrai à la raison bientôt. Il n'y a jamais aucune reconnaissance de leur rôle dans la situation, jamais de véritables excuses, jamais d'indication qu'ils aient réfléchi à leurs actions. Madison a essayé de servir de médiatrice à quelques reprises, suggérant une thérapie familiale ou des conversations facilitées. Mes parents ont refusé chaque suggestion, insistant sur le fait qu'ils n'ont rien fait de mal et que Madison et moi sommes celles qui doivent changer. Il y a quelques semaines, Emma a fait ses premiers pas. Madison m'a appelé immédiatement et nous avons célébré ensemble par FaceTime. Plus tard, elle m'a raconté que lorsqu'elle a partagé la nouvelle avec nos parents, leur première question a été de savoir si j'avais été là pour le voir. Non, elle n'était pas là, leur a dit Madison, mais elle a été la première personne que j'ai appelée, et elle était si excitée et heureuse pour Emma. Eh bien, c'est triste que Jessica rate ces moments importants parce qu'elle est têtue, a répondu ma mère. Maman, Jessica ne rate rien. Elle est activement impliquée dans la vie d'Emma. C'est vous qui ratez des choses à cause de vos choix. Je pense souvent à cette conversation car elle illustre parfaitement la déconnexion fondamentale. Dans l'esprit de mes parents, c'est moi qui crée la distance. C'est moi qui suis têtu. C'est moi qui cause des problèmes. Ils ne peuvent pas, ou ne veulent pas, voir que mon absence est une conséquence naturelle de leurs actions. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que certaines personnes sont incapables du type d'autoréflexion et de responsabilité qui serait nécessaire pour réparer cette relation. Peut-être que certaines personnes se verront toujours comme des victimes, peu importe les preuves contraires. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ne suis pas responsable de gérer leurs émotions ni de les protéger des conséquences de leurs choix. Je ne suis pas tenu de me mettre le feu pour les garder au chaud. Et je ne suis pas obligé d'accepter une relation où je suis constamment dévalorisé, puis blâmé pour en être blessé. Je n'écris pas cela pour obtenir de la sympathie ou de la validation, bien que les deux soient agréables quand ils se présentent. J'écris cela parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui luttent avec des dynamiques similaires dans leur famille. Des gens à qui on dit qu'ils réagissent de manière excessive, qu'ils sont trop sensibles ou qu'ils gardent rancune, alors qu'ils essaient simplement de protéger leur propre bien-être. À ces personnes, je veux dire, vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'avez pas à accepter un traitement qui vous blesse, même de la part de membres de votre famille. Et choisir de s'éloigner des relations qui vous diminuent constamment n'est ni égoïste ni cruel, c'est nécessaire. Je veux aussi dire qu'il est possible de se créer une bonne vie sans l'approbation ou la participation de personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas bien vous traiter. Il est possible de trouver la paix et le bonheur même lorsque des relations importantes dans votre vie sont brisées. Il est possible de se construire une famille choisie, composée de personnes qui vous valorisent et vous soutiennent d'une manière que votre famille biologique n'a jamais fait. Ma relation avec mes parents ne sera peut-être jamais réparée. Et j'ai fait la paix avec ça. Mais ma relation avec Madison est devenue plus forte et plus saine que jamais. Et ma relation avec moi-même s'est transformée. Je ne suis plus la femme qui mendiait des miettes d'affection et d'acceptation de personnes qui les refusaient constamment. Je ne suis plus la fille qui se tordait en quatre pour mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Je ne suis plus la sœur qui acceptait d'être traitée comme moins que parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Je suis une femme qui connaît sa valeur, qui a des limites, qui choisit des relations qui ajoutent de la valeur à sa vie plutôt que d'en soustraire. Je suis une sœur qui est aimée et valorisée par le membre de la famille qui compte le plus pour moi. Je suis une tante qui adore sa nièce et qui s'assurera que cette petite fille grandisse en sachant qu'elle mérite d'être traitée avec respect et égalité. Et si mes parents veulent faire partie de cette histoire, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent reconnaître la vérité sur la façon dont ils m'ont traité. Ils doivent assumer la responsabilité de leurs choix et de leur impact. Ils doivent montrer un remords sincère et un engagement à faire mieux, et non pas simplement s'attendre à ce que j'oublie et que je passe à autre chose parce que c'est plus facile pour eux. Mais je ne retiens pas mon souffle en attendant que cela se produise. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer les gens à voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Et on ne peut pas faire en sorte que les gens se soucient de vos sentiments s'ils sont déterminés à ne pas le faire. Ce que je peux faire, c'est continuer à construire la vie que je me suis créée. Ce que je peux faire, c'est être la tante qu'Emma mérite, la sœur dont Madison a besoin, et la femme que je suis fier d'être. Ce que je peux faire, c'est partager mon histoire, au cas où cela aiderait quelqu'un d'autre qui lutte avec des dynamiques familiales similaires. La vérité est que mes parents m'ont appris quelque chose de précieux, mais pas ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ils m'ont appris que la famille n'est pas automatiquement sacrée simplement parce qu'on partage de l'ADN.
Ils m'ont appris que l'amour sans respect, soutien et traitement égalitaire n'est pas vraiment de l'amour. Ils m'ont appris que parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui vous blessent le plus profondément, et qu'il est normal de se protéger de cette blessure, même si cela les déçoit. Ils m'ont appris que je mérite mieux, même s'ils ne peuvent pas me le fournir. La semaine dernière, Emma a dit maman comme premier mot. Mais quand je suis venu il y a 2 semaines, elle n'arrêtait pas de tendre les bras vers moi et d'essayer de dire quelque chose qui sonnait comme si ça. Madison était si excitée qu'elle en a pleuré, me disant qu'Emma me reconnaît clairement et essaie de dire mon nom. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie, de voir cette reconnaissance dans ses yeux, de savoir que je suis déjà importante pour cette petite personne qui ne se souviendra jamais d'un temps où tante Jessica ne faisait pas partie de son monde. Quand Madison a annoncé à nos parents le premier mot d'Emma, la réaction de ma mère a été prévisible, c'est tellement dommage que Jessica rate autant de la vie d'Emma parce qu'elle était tue. La réponse de Madison a été parfaite, maman, Jessica ne rate rien. Elle parle à Emma par appel vidéo presque tous les jours. Elle était ici la semaine dernière en train de jouer avec elle, et elle sera là le mois prochain pour le premier anniversaire d'Emma. Les seules personnes qui ratent quelque chose, c'est vous, parce que votre entêtement vous empêche d'avoir une relation avec vos 2 filles. Et c'est là, je pense, la véritable tragédie. Mes parents sont tellement investis dans le fait d'avoir raison, tellement attachés à leur récit selon lequel ils sont les victimes dans cette situation, qu'ils sont prêts à perdre leurs 2 filles plutôt que d'admettre qu'ils ont fait des erreurs. Avant, je trouvais ça triste. Maintenant, je pense que c'est juste un choix qu'ils font. Et comme tous les choix, il a des conséquences. Pendant ce temps, je prépare la première fête d'anniversaire d'Emma avec Madison. Je l'aide à choisir les décorations et à planifier des jeux pour les autres enfants qui seront là. J'ai hâte de voir Emma écraser son premier gâteau d'anniversaire et de capturer chaque instant avec mon appareil photo. Mes parents ne seront pas là, non pas parce que je les en empêche, mais parce qu'ils ont choisi de rester dans une dynamique où ils ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs ou traiter leurs filles de manière égale. C'est leur choix, et j'ai fait la paix avec ça. Il y a 3 ans, je me noyais dans les dettes médicales, je m'épuisais au travail et je suppliais mes parents de m'aider, une aide qui n'est jamais venue. J'étais la fille qui acceptait d'être traitée comme une pensée secondaire, qui trouvait des excuses à leur favoritisme, qui se mettait en 4 pour mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Aujourd'hui, je suis financièrement stable, professionnellement épanouie et émotionnellement saine. Je suis entouré de gens qui me valorisent pour ce que je suis, pas pour la commodité de m'aimer. J'ai une relation avec ma sœur qui est plus profonde et plus honnête que jamais. J'ai une nièce qui s'illumine quand elle me voit et qui grandira en sachant qu'elle a une tante qui l'aime inconditionnellement. J'ai une vie que je me suis construite, avec des limites qui protègent mon bien-être et des relations qui nourrissent mon âme. Mes parents ne comprendront peut-être jamais pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits, et ils n'assumeront peut-être jamais la responsabilité des choix qu'ils ont faits, mais c'est leur chemin à suivre, ou non. Le mien m'a mené à Seattle, à une vie que j'aime, à des relations qui me soutiennent, et à une estime de moi que personne ne peut m'enlever. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Alors, à mes parents, si jamais vous lisez ceci, je ne vous déteste pas. Je n'essaie pas de vous punir. Je vis simplement ma vie d'une manière qui protège mon bien-être et honore ma valeur. La porte d'une relation avec moi a toujours été ouverte, mais elle exige que vous la franchissiez avec honnêteté, responsabilité et un changement sincère. Ce n'est pas négociable, et ça ne changera pas parce que vous êtes fatigué des conséquences de vos actions. À Madison, merci d'avoir vu la vérité et d'avoir eu le courage de la reconnaître. Merci d'être devenue non seulement ma sœur, mais mon amie et mon allié. Merci de montrer à Emma ce que signifie défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Tu es devenu le membre de la famille que j'ai toujours espéré que tu serais, et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. À Emma, tu ne te souviendras d'aucun de ces drames quand tu seras plus grande, et c'est probablement mieux ainsi. Ce que j'espère que tu te souviendras, c'est que ta tante Jessica t'aime farouchement, que ta maman est forte et courageuse, et que tu mérites d'être traitée avec respect et égalité dans toutes tes relations. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites, ma douce, peu importe qui te l'offre. Et à tous ceux qui lisent ceci et qui voient leur propre dynamique familiale se refléter dans mon histoire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas trop sensible. Vos sentiments sont valables. Vos expériences comptent, et vous méritez d'être traité avec amour, respect et égalité. Ne laissez personne vous convaincre du contraire, même s'il partage votre ADN. Parfois, l'acte le plus radical d'amour-propre est simplement de refuser d'accepter un traitement qui vous diminue. Parfois,
la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des relations qui vous blessent constamment, même lorsque ces relations sont censées être sacrées. Et parfois, la famille que vous vous créez est bien plus saine et aimante que la famille dans laquelle vous êtes né. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de construire une vie magnifique sur les cendres de relations familiales brisées. Je suis la preuve vivante que l'on peut choisir l'amour plutôt que l'obligation, la santé plutôt que la tradition, et la paix plutôt que de sauver les apparences. Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec mes factures d'hôpital, puis ils ont rénové toute la maison de ma sœur. Maintenant, ils demandent pourquoi je ne suis plus là. La réponse est simple. Parce que j'ai finalement appris que je méritais mieux que les miettes d'amour et d'attention qu'ils étaient prêts à me donner. Parce que j'ai finalement compris que leur choix financier n'était qu'un symptôme d'un schéma beaucoup plus large de favoritisme et d'inégalité. Parce que j'ai finalement réalisé que je n'ai pas à accepter d'être traité comme moins que, même par les personnes qui m'ont donné la vie. Je ne suis plus là parce que j'ai construit une vie ailleurs, avec des gens qui me valorisent entièrement. Je ne suis plus là parce que j'ai appris que la famille, c'est la façon dont on traite les gens, pas seulement le lien de parenté. Je ne suis plus là parce que je me suis choisi, enfin et complètement. Et ce choix m'a éloigné d'eux et m'a mené vers quelque chose de mieux. Et je n'ai absolument aucun regret.